Donc bonjour à tous, je me présente, donc c'est Lindy Langu, directrice adjointe d'aide et protection des familles de l'ANRAS, service d'AEMO, AEMO renforcé et AGBF, intervenant donc sur l'ensemble du territoire départemental de la Haute-Garonne, mais également un service expérimental de maraude mixte à Toulouse. Donc pour la petite histoire, à mon arrivée sur le service, j'ai rapidement entendu parler d'un projet plutôt innovant, alors je dirais à l'époque, puisqu'il a eu lieu en mai 2017. Alors je ne vais bien entendu pas tout vous dévoiler, puisque j'ai juste pour mission d'animer un peu ce temps d'échange. Mais quand même, juste vous dire, donc le projet porte principalement, bien sûr, sur la question du numérique, des réseaux sociaux, mais surtout des utilisations qui en sont faites. Donc il a été conduit par deux travailleurs sociaux de notre service, mais également par Morgane Quillou. Je suis donc très heureuse aujourd'hui qu'il soit en partie à mes côtés. Morgane et Gérald vont donc s'atteler à l'exercice de partager avec vous cette expérience qui s'est inscrite pleinement dans les missions de l'AEMO et donc dans la protection de l'enfance. Ces questions autour du numérique et des risques de danger sont aujourd'hui bien présentes sur nos services. Alors avant qu'il se présente et qu'il rentre dans le vif du sujet, juste un premier repère. Ce projet a pris la forme de deux ateliers. Un premier atelier adressé à un groupe d'adolescentes âgées de 12 à 16 ans et un deuxième avec leurs parents. Morgane, Gérald, je vous laisse le soin de vous présenter. Oui, donc Gérald Desprats, je suis assistant social de formation. Mon parcours professionnel est essentiellement dans la protection de l'enfance et auprès de la jeunesse. Et plus particulièrement, donc depuis 18 ans au sein de l'ANRAS et des protections des familles et 13 ans sur le service d'AMO. Alors je voulais aussi parler de Marion Laurier-Brusy, puisque nous avons fait cet atelier, nous l'avons monté tous les deux, avec Morgane Quillou, qui est présente parmi le GOA, mais qui n'est pas présente sur scène, mais qui a participé à ces ateliers. Voilà. Et donc, moi je suis Morgane Quillou-Riwal, bonjour. Alors, je suis éducatrice spécialisée de formation et je travaille depuis plus de 18 ans dans le social auprès d'adultes en difficulté, notamment de femmes victimes de violences. Alors, je suis gameuse depuis mon plus jeune âge et intéressée par tout ce qui est numérique dans ma sphère privée. Et en fait, ça a été une conjoncture temporelle qui a fait que dans les années 2000, le numérique est arrivé aussi dans ma sphère professionnelle. Et on a dû faire avec, sans être formé, sans trop savoir où on mettait les pieds. Donc on a essayé de faire, comme à la maison. Voilà. Et en fait, du coup, je me suis intéressée à tout ce sujet-là. Et donc depuis 15 ans, je me suis spécialisée un petit peu là-dedans. J'interviens dans des centres de formation auprès de travailleurs sociaux, dans la région notamment. J'interviens aussi auprès de professionnels sur toute la question du numérique, des réseaux sociaux, comment on travaille avec le numérique dans le travail social. Et du coup, avec ma casquette d'éducatrice, je peux aussi animer des ateliers qui visent les publics accompagnés pour les amener à réfléchir et se positionner. Car aujourd'hui, c'est vraiment, et je pense que là, les 3 jours nous l'ont bien fait une petite piqûre de rappel, on doit intégrer tout ça dans nos pratiques, qu'on le veuille ou non, on y va et on va essayer d'y aller bien, quoi. Alors Gérald, pour que l'on comprenne un peu le sens de ce projet, est-ce que vous pourriez d'une part nous expliquer ce qui vous a amené à le construire et de plus, est-ce qu'il y a eu des situations de jeunes qui vous ont particulièrement interpellé ? Oui, du coup, c'est vrai qu'on s'est retrouvé à cette période confronté à plusieurs adolescentes qui exprimaient un mal-être vis-à-vis d'elles-mêmes, de leur image, qui avaient du mal à trouver leur place d'ado au sein de la famille aussi, et certaines qui avaient été victimes de dérapage de leur image sur Internet. Alors d'autres étaient aussi très complexés aussi par rapport à leur image, et cette inhibition pouvait être aussi un frein à la construction de leur vie sociale. Et tout ça se rejouait un peu sur les réseaux sociaux. Moi j'accompagnais particulièrement une adolescente par exemple qui avait 14 ans à l'époque, Alexandra, et qui avait été victime de ce dérapage là. À un moment, elle avait fait une vidéo
en pensant être en toute intimité avec un jeune de son âge, une vidéo sur laquelle elle se masturbait. Et en fait, il s'avérait que c'était pas du tout un jeune de son âge, mais un adulte trentenaire qui avait piraté son compte, tout son carnet d'adresses, et qui avait diffusé cette vidéo-là à tous ses contacts. Donc voilà, donc du coup, tous ses camarades du collège avaient vu cette vidéo. Elle a été obligée de changer de collège, mais dans le collège suivant, la vidéo avait suivi aussi. Voilà, donc du coup, elle a dû déménager de département, et du coup, on a eu cette mesure d'AMO suite à tout ça et à son arrivée sur Toulouse. Voilà. Donc j'avais aussi une autre adolescente, Joanne, qui avait 16 ans, qui avait été contactée à l'époque par un homme qui lui proposait de faire des photos. Et effectivement, bon, l'adolescente qui souhaitait, il faisait miroiter le fait de pouvoir devenir un jour mannequin. Donc forcément, ça l'intéressait énormément. Heureusement, là, le papa s'était positionné en protection et lui avait interdit de rencontrer cet homme. Mais bon, du coup, c'est vrai que ça avait généré pas mal de conflits à la maison, entre la fille et le papa, justement, puisqu'elle lui reprochait de briser son rêve. Voilà. Alors, en effet, vous l'avez précisé. Pourquoi vous avez choisi le support des réseaux sociaux? Pour quelles raisons? Parce que ces mineurs ont besoin permanent de s'afficher un peu sur le web et publier beaucoup de choses, ont besoin de participer à l'hyperconnectivité avec le monde et ne pas y être, c'était se couper un peu de leur père et de cette socialisation. D'accord. Alors, je pense qu'on a bien saisi la genèse et le sens du projet et en quoi cela relève bien d'une responsabilité de l'AEMO que d'accompagner ces questions. Maintenant, concrètement, comment vous l'avez monté? Pourquoi tel ou tel intervenant dans l'atelier? Alors, en fait, l'intérêt c'était de trouver un intervenant qui puisse parler le même langage qu'elle, qui pouvait les amener à comprendre les risques aussi, les réfléchir à leurs usages, et à la fois en ayant le même langage qu'elle et en même temps le même langage que nous en tant qu'éducateurs aussi. Du coup, on a pensé à Morgane, puisqu'elle était déjà intervenue au sein de l'Andras pour nous faire une formation sur l'usage du numérique aussi dans le champ social. Voilà, donc il nous fallait aussi trouver un tiers extérieur qui puisse se distancier de cette notion un peu de contrôle associée à la mesure d'AMO, tout en nous permettant à nous d'être un peu en retrait, mais présents sur ces ateliers-là pour pouvoir après, par la suite le reprendre aussi avec les familles. Alors Morgane, je l'ai nommé tout à l'heure, il y a eu 2 ateliers, une pour les adolescentes, une pour les parents. Pourquoi vous avez fait ce choix de dissocier? Alors, on a fait ce choix de dissocier les parents et les ados, déjà pour que la parole puisse être libre. Au niveau des ados surtout, sans le regard des parents, sans le regard du contrôle ou du jugement aussi des parents. Et on voulait un espace aussi où elles puissent se retrouver en confiance, parler sans risque, sans censure, parce que l'objectif était vraiment d'accompagner ces jeunes filles à réfléchir à leur usage et aux pratiques en fait de leur réseau. Après, pour les parents, alors, donc dans un accompagnement global, le projet a été pensé comme ça, vraiment. L'idée était de privilégier, du coup, un espace d'échange et d'information sur leurs droits et leurs devoirs de parents, tout en faisant le lien, du coup, avec la mesure d'AEMO. Donc, petite note pour vous-même, si vous décidez d'animer ce genre d'atelier, évidemment un goûter avec les ados, du café avec les parents, sinon bon, ça marche pas. Vous savez que le social, dès qu'il y a à boire et à manger, c'est bon, ça marche. Alors je crois que vous avez fait un choix assez original et vivant pour animer cet atelier. Alors oui, déjà on s'est rencontrés plusieurs fois donc, avec Marion et Gérald pour affiner le projet. Avec l'aval aussi du chef de service et de l'équipe de direction. Donc du coup, alors j'ai eu l'idée de m'appuyer sur un film interactif, alors qui n'existe plus malheureusement, qui a été monté par l'association e-Enfance à l'époque. C'est un film qui s'appelait Derrière la porte. Et en fait, c'était un film qui évoluait en fonction des choix. Donc peut-être que certains ont fait l'expérience sur Netflix avec un des derniers épisodes qui évolue vraiment au niveau du choix du téléspectateur. Et là, on était vraiment là-dedans. Donc du coup, alors,
On a loupé les diapos au départ, il devait y avoir quelques diapos, c'est pas grave. Si la régie peut nous lancer le début du film, histoire de vous immerger complètement dans l'atelier, on y va. On va être obligé d'animer. Peut-être tout simplement, ça nous laisse le temps de rappeler qu'il y aura la possibilité de prendre 2-3 questions par SMS. On peut peut-être de toutes les façons enchaîner. Alors maintenant, est-ce que vous pourriez nous dire du coup comment se sont passés les ateliers et quelles ont été les réactions? Alors déjà, bon, il devait y avoir un film, donc l'histoire c'est une famille avec un père et une mère, une ado de 13-14 ans donc qui est au collège et un autre adolescent un peu plus âgé qui est au lycée, 17-18 ans. Ils terminent un repas et là, hop, le choix entre filles et garçons. Donc du coup, certaines réponses étaient vraiment assez soft et accompagnées vraiment dans la mesure de l'utilisation numérique et des usages. Et d'autres réponses, en fonction des choix, étaient vraiment un peu plus hard, si on peut dire ça. Donc c'est vrai que c'est un outil comme ça, ça permet du coup de questionner les jeunes sur ce qu'elles font, comment elles le font, les risques qu'elles prennent et qu'elles ne mesurent pas forcément. Et le fait d'utiliser un support externe permet de se décentraliser un peu de sa pratique parce qu'on vient d'abord commenter ce que fait cette jeune fille dans le film. Et après, du coup, moi, ça me permettait de rebondir sur leur usage et sur leur pratique. Ah. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ça, c'est les promeneurs du net. Ça, ce sera pour la séquence d'après. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc du coup, avec les ados, elles ont fait le choix de prendre le scénario de la fille. Moi, j'ai rien induit, on aurait très bien pu partir sur le garçon. Alors au début, je vous le cache pas, hein, j'avais affaire à un groupe d'ados comme ça, qui se toisaient les unes les autres parce qu'elles se connaissent pas. Il n'y avait pas eu de rencontre entre elles au préalable, donc c'est vrai qu'on avait, elles ont des mesures individuelles, mais elles ne connaissaient pas du coup leur père. Et du coup, alors au début, elles étaient rigolotes parce qu'elles prenaient vraiment les questions les réponses les plus sages, toujours en regardant Gérald et Marion, parce que les travailleurs sociaux ont assisté aux ateliers. Genre, j'ai bien répondu, c'est bon. Ça faisait un petit peu ça. Et au fur et à mesure, on en avait une qui était un peu plus décomplexée de par sa personnalité, de par son usage au réseau, et en fait, qui commence à dire, bon, on pourrait tester l'autre réponse un peu. On ferait pas ça dans la vraie vie, mais c'est juste pour voir ce qu'elle ferait, quoi. Et donc, du coup, on est parti là-dessus. Et donc après, avec les parents, là j'avais monté un diaporama en support qui présentait d'une part les différents réseaux sociaux qu'utilisent majoritairement les ados. Et après, on a pu aborder surtout les questions de responsabilité de chacun au regard de la loi. Donc par exemple, rappeler aux parents que si leur enfant de moins de 15 ans, vu que la majorité numérique est portée à 15 ans depuis le RGPD, si leur enfant de moins de 15 ans ne respecte pas le droit à l'image ou fait du cyberharcèlement sur Internet, c'est 30 000 € d'amende et 2 ans de prison. Donc imaginez combien de temps va durer la mesure AEMO si on doit rajouter en plus ces amendes-là. Donc je faisais un petit peu des liens avec ça, histoire que la conscience vraiment dans l'accompagnement aussi de leurs enfants soit vraiment prise en compte. Et du coup après chaque groupe est reparti avec un support papier, alors différent pour les groupes, qui reprenait les thèmes essentiels et les questions abordées dans l'atelier, et aussi avec des adresses de sites, d'associations, pour que l'un et l'autre puissent approfondir aussi sur ce sujet, quoi. Aujourd'hui, si vous aviez un bilan à faire de ce projet, qu'est-ce que vous souhaiteriez souligner, Morgane, Gérald ? Déjà que par rapport aux ados, c'est vrai que ça leur a permis d'échanger, de pouvoir partager sur leurs usages.
parce qu'elles avaient des pratiques qui pour elles allaient de soi, et en fait de pouvoir le partager, d'en discuter, pouvoir mettre des mots dessus, ça leur a permis effectivement de prendre conscience un petit peu des risques auxquels elles s'exposaient, elles ou les autres aussi, et en même temps de prendre conscience de leur responsabilité par rapport à ça. Sur le simple fait de liker ou repartager des vidéos par exemple, que ça pouvait être passible d'une sanction, effectivement c'est quelque chose qui pouvait les dépasser à ce moment-là. Ouais, donc du coup c'est vrai que ça a permis de créer du dialogue entre elles déjà, et de pouvoir avoir une prise de recul sur leurs usages et leurs pratiques de tous ces outils-là. L'usage et les pratiques, et aussi leur rapport au corps, leur confiance en soi, l'estime de soi. Je pense que c'est important, et on l'a vraiment entendu au cours de ces 2 derniers jours, que l'adolescent se construit aussi à travers tout ça, et avec ces outils-là. Et c'est vrai que c'était aussi les faire réfléchir à ça, et les traces qu'elles laissent aussi malgré tout, dans le big data, et du coup les répercussions que ça pourra aussi avoir après. Alors pour les parents, au niveau du bilan qu'on peut faire, les parents avaient pas mal de connaissances sur le sujet. Moi j'ai été assez agréablement surprise de ça. D'ailleurs une des mamans, quand on a commencé l'atelier, s'est empressée de me dire « Alors moi je connais tous les réseaux sociaux, je suis amie avec ma fille sur tous ces réseaux, d'ailleurs on ne communique plus que par ça, c'est génial hein ?» Oui, alors comment vous dire, donc on a commencé l'atelier sur ça. Donc du coup, j'ai pu vraiment alors les conforter, pour ceux qui accompagnaient aussi vraiment les enfants, leur donner des petits coups de pratique en définissant des passe-portants de connexion, ce genre d'objets dans les familles, et de vraiment rester un peu vigilant en parlant avec leur enfant. Je crois que le plus important, qu'on soit travailleurs sociaux, parents, qu'on accompagne sur ces pratiques, c'est de parler et de faire parler les enfants au maximum. Et c'est vrai que, alors je peux juste vous donner une phrase d'une des mamans qui dit « J'ai aussi découvert des applications utilisées par nos ados que je ne connaissais pas, et leur utilité car elles peuvent évoluer rapidement par effet de mode et surtout techniquement. C'est un biais utile pour partager des moments ensemble sur un terrain qui les intéresse et qu'ils maîtrisent souvent bien mieux que nous. » Et pour les travailleurs sociaux, Gérald, tu peux peut-être expliquer un peu le... Nous, c'est vrai que ça nous a permis aussi de découvrir un peu les différents sites qu'elles utilisaient, ces ados. Les usages qu'elles en avaient aussi. Ça nous a permis de mieux comprendre aussi l'utilisation qu'elles avaient des réseaux sociaux et du numérique en général. Et à la fois, on s'est aperçu aussi que ça pouvait créer justement du dialogue au sein des familles. Et c'est ça qui était le plus important, parce que du coup, c'est vrai que on ne peut pas suivre forcément le rythme de toutes ces nouvelles applications, tous ces nouveaux sites aussi qui sont utilisés par les ados. Mais en tout cas, le principal, c'est de pouvoir en discuter avec eux. Et ça, ça a été un super support, cet atelier, en tout cas. Voilà. Après, pour conclure aussi sur une phrase de maman, mais qui avait pu dire aussi que c'est toujours plus vrai quand c'est quelqu'un d'autre qui le dit, en fait. Et voilà, c'est vraiment ce qui a un peu marqué cet atelier-là. Parfait, merci beaucoup pour ces témoignages. Il nous reste 7 minutes. S'il y a des questions SMS qui ont été posées, on peut en décortiquer une ou deux peut-être ? C'est pas sûr. Oui? Si, il doit y en avoir. Est-ce que l'une d'entre vous accepterait de faire la lecture du SMS au micro? José, tu veux bien, par exemple? Voilà. Merci. Pourquoi un groupe de filles et pas mixte? Merci. Alors, pourquoi un groupe de filles et pas mixte? Alors déjà... Parce que l'équipe avait réfléchi un peu au début. C'est-à-dire qu'on avait pensé principalement à des filles au départ, par rapport à ce problème d'estime de soi et de rapport à leur corps, et qu'on s'est dit par la suite aussi que la mixité n'allait pas forcément favoriser l'expression par rapport à tous ces usages-là aussi.
Et après, il ne faut pas se mentir, en fait. À l'adolescence, l'usage et les pratiques des réseaux, elle est genrée. Les filles ne pratiquent pas de la même manière les réseaux, les garçons ne pratiquent pas de la même manière les réseaux. Les filles vont s'exposer, rien que dans la position des selfies, les filles font des selfies comme ça, avec le meilleur profil qu'elles ont bien testé devant le miroir. Les garçons vont faire des selfies comme ça, pour bien montrer la carrure et les premiers poils qui poussent au menton. On n'a pas les mêmes attributs à montrer, on n'a pas les mêmes pratiques. Et donc c'est vrai que pour rester dans la logique aussi, comme disait Gérald, hein, de décomplexer les pratiques et de ne pas être vraiment de ne pas être du tout dans le jugement, c'était intéressant de séparer en fait filles et garçons. Et puis c'est surtout les filles qui avaient eu des soucis avec ça en fait. Hein. Autant des garçons, ils pratiquent beaucoup, mais sont moins atteints par des mises en danger sur leurs pratiques. Allez, on essaie une autre question, ce sera la dernière, avec une réponse rapide. Elle arrive. Voilà. Existe-t-il chez ces adolescents une conscience du danger sur les réseaux sociaux avant qu'on leur en parle, et comment l'évoquent-ils? Moi je dirais que le danger, elles le perçoivent une fois qu'elles y sont confrontées. Elles l'anticipent pas beaucoup quand même. Alors ouais, ça c'est vu du côté de l'éducateur de la mesure. Alors de l'autre côté, alors elles mesurent pas vraiment. Elles savent des fois qu'elles sont à la limite du risque, mais par exemple, quand on parle de cyberharcèlement, on s'imagine toujours par exemple des choses dramatiques. Voilà. Ben non, rien que le fait de retweeter ou de repartager une photo d'un photomontage, par exemple, qui met à mal une jeune, ça se fait beaucoup sur les groupes de classe, notamment les groupes Snapchat ou de classe. Et bien là, par exemple, le fait de repartager la photo à quelqu'un d'autre, on est déjà dans la participation du cyberharcèlement. Ça, par exemple, elle ne le mesurait pas du tout. Le droit à l'image, pareil. Le droit à l'image, on n'a pas le droit de poster des photos, normalement, sans l'autorisation, alors déjà de la personne, mais jusqu'à 15 ans de ses parents. Donc imaginez chaque ado qui va demander l'autorisation à chaque parent pour poster la photo de son pote. Donc ça ne marche pas dans la vraie vie. Donc, au minimum, demander l'autorisation à son ami. Bon, est-ce que ça te dérange si je partage ça sur Insta, sur Snapchat, etc. Donc non, elles n'ont pas réellement conscience de ça, sauf quand les ennuis arrivent et il faut arriver à anticiper ça en tant que travailleurs sociaux, justement en l'abordant dans le quotidien de vos mesures. Voilà. Merci. Céline, peut-être Non, on est un petit peu désolé pour la vidéo. Ça aurait pu, bien sûr, soutenir l'intervention. Donc moi, je vous remercie bien pour l'intervention parce qu'elle n'est pas simple quand on, vraiment, merci. Quand on se réadapte. Mais voilà, merci. Merci bien. Merci à vous. Et on va